Oracle Wizon. Oh, bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Et nous que les gloires, vérité à l'eau, m'lek pagnaï. M'lek gloire, ça fait presque un mois. Bon, d'après les analyses et les sorties de tout un chacun, ça prouve à suffisance que vous ne mentez pas. Parce que si, à la lecture des choses, à la lecture des événements, tout porte à croire que il y a quelque chose qui se prépare. D'abord entre les forces de la lutte, à savoir les membres de la société civile, les partis politiques et autres. Parce que à voir ne serait-ce que les vidéos que vous avez jouées en ce qui concerne cette conférence de presse, il y a également d'autres sorties que je vais pas énumérer ici, sauf que pour perdre le temps. Il y a également d'autres sorties en ce qui concerne. Là, parce que moi, c'est important pour moi. Moi, tu sais que moi, je ne néglige rien. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Moi, c'est les détails qui comptent pour moi. Parce que ce que toi, tu vas négliger, c'est ça qui va être la partie finale du puzzle. Oui, je comprends effectivement, puisque j'ai les vidéos sur ce téléphone, je ne sais pas comment procéder pour pouvoir montrer ça. Donc, mais par contre... Allô? Tu veux descendre et revenir? Non, ça va. Je vais juste parler de l'intervention de M. Ferdinand Été en ce qui concerne ses sorties et autres. Donc, je dirais plutôt que je ne comprends pas le fait qu'un entre guillemets activiste qui se dit en même temps journaliste, qui veut, je dirais, l'autonomie et la souveraineté d'un pays, peut ouvertement être contre les dirigeants de l'AES. Ça, c'est quelque chose qui me tarote depuis l'esprit et je me pose beaucoup de questions. Donc, les Togolais aujourd'hui doivent comprendre que... Est-ce qu'il était contre eux avant que nous ne commencions cette lutte-là, avant que l'AES ne soit créée? Oui, il était contre les dirigeants de l'AES depuis fort longtemps. Et puis, il n'était pas le seul. Il y avait aussi un certain monsieur comme monsieur Assogbavi. Il est sur Facebook chaque fois. Je dirais que ils font partie. Et puis, ce sont des gens qui se connaissent très bien. Ils se supportent entre eux, qui dénoncent énormément. Je n'appellerai pas sa dénonciation, mais qui étaient foncièrement contre les sorties des dirigeants de l'AES, en sabotant leur politique et autres et tout ça là. Donc aujourd'hui, ce que moi je dis est que les Togolais... Allô, monsieur Marc, vous êtes là? Oui. Je disais, aujourd'hui, ce que moi je dis est que les Togolais doivent comprendre. J'étais déjà dans un autre live la fois dernière, j'ai parlé de ça. Les Togolais doivent comprendre pourquoi ils luttent et les raisons de cette lutte. Ils doivent connaître ça. Si nous ne connaissons pas, nous ne savons pas la raison pour laquelle nous voulons lutter, je pense que n'importe qui peut nous faire berner et peut nous faire jouer dans son plan, dans son propre agenda, n'importe comment. Donc, si aujourd'hui, les gens, les combattants de la lutte, ils supportent en même temps les dirigeants de l'AES, ils doivent automatiquement comprendre que ceux-là qui sont contre les dirigeants de l'AES sont automatiquement leurs ennemis. Mais moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ces mêmes personnes qui jettent des fleurs aux dirigeants de l'AES peuvent en même temps jeter des fleurs à celui-là qui est contre ces mêmes institutions. D'où je vois une cohérence totale et une cohérence, je dirais, épatante. Donc, c'est très pathétique de la part de nous, les Togolais. Parce que quand je jette des fleurs à quelqu'un, celui-là qui vient critiquer cette personne ou qui est foncièrement, ouvertement contre cette dernière, cette personne va être automatiquement considérée comme mon ennemi. Mon ennemi.
Donc, je dis que nous devons chacun faire la part des choses, à savoir pourquoi nous luttons et quelle est la raison exactement de notre lutte, qui est pour nous et qui est contre nous. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient dénoncer les mêmes choses avec nous, cette personne est de notre côté. Peut-être que cette dernière-là aussi, il veut remplacer celui-là que nous dénonçons pour faire la même chose. La lutte aujourd'hui, c'est contre l'impérialisme. Quitte à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, cela veut dire que normalement, s'il ne comprend pas, il doit aller dormir parce que la lutte, ce n'est pas contre une personne. La lutte doit être contre l'impérialisme et ses vassaux, etc., etc. Donc, je viens pour dire ceci. Quand M. Ferdinand Haïté nous dit, pardon, volume s'il te plaît. Quand M. Ferdinand Haïté dit, je paraphrase, que la Russie n'a jamais aidé, je dirais la Russie n'a jamais aidé l'Afrique. Non, je pense que Monsieur Ferdinand, je suis désolé pour tout le respect que je vous devais, parce qu'aujourd'hui, il y a plus ce respect-là. Vous manquez vraiment de preuve de foi, vous manquez vraiment de bonne foi. Je vais vous citer seulement, ne serait-ce que quelques exemples à partir de Mali. Après, je vais faire un tableau récapitulatif de tout ce que la Russie a fourni à l'Afrique. Le Mali, par exemple, qui était l'épicentre de la crise depuis 2012, à travers les rébellions des Touaregs au nord, par la MNLA, groupe djihadiste qui profite du chaos à travers AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, des groupes de Ansar Dine, des groupes de Moudjao qui ont pris Tamboutou, Gao et Kidal, en appliquant la loi de la charia, les châtiments, les destructions des cultures, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, là, les mêmes personnes, ces institutions de Quai d'Orsay que M. Ferdinand Haïté supporte, défend sur tous les toits. En 2013, il avait créé l'opération Serval, une opération française Serval, à la demande, bien sûr, du Mali, une reprise rapide des grandes villes du Nord. Et cette opération avait travaillé depuis 2013 jusqu'en 2014 parce qu'ils n'avaient pas réussi leur mission. Malgré les logistiques, malgré les forces qu'ils avaient déployées au nord du Mali, ils n'avaient pas réussi leurs opérations. En 2014, ils ont créé encore une autre opération à travers ce qu'on appelle l'opération Barkhane, qui a fonctionné par les forces françaises et qui a été élargie dans 5 pays du Sahel, appuyée également par l'ONU, avec l'institution qu'on appelle l'amunissement G5 Sahel, Force européenne, Takuba, et les résultats étaient très mitigés. Cette opération a travaillé de 2014 à 2022, sans résultat. C'est dans ça que Taboui PC a participé au Mali. Je pense qu'il a participé à l'opération MINUSMA. Il a participé à l'opération MINUSMA. Bon, ça, je ne sais pas trop. De 2014 à 2022, les djihadistes... C'est pas 2016? Non, l'opération 2014 à 2022, c'était l'opération Barkhane. C'était pas les formations. L'opération Barkhane avait regroupé les forces françaises, l'amunissement, l'ONU, G5 Sahel et les forces européennes qui s'appellent Takuba. Okay. Donc les djihadistes, les résultats étaient très mitigés. Les djihadistes, plutôt, au lieu de les combattre, ils se dispersaient vers le centre du Mali et les zones rurales. Il y avait eu des aggravations du conflit de 2015 à 2028. Jusqu'à avoir l'apparition de la JNIM qui avait attaqué les civils, les armées, même les casques bleus, etc., etc. Et c'était en 2020 qu'il y avait eu des changements de stratégie à travers la Russie. La Russie qui était plutôt maintenant présent avec le corps de Wagner, Africa Corps, qui avait réussi à faire disperser ces djihadistes et autres, etc., etc. Je vais maintenant faire comprendre... Il y a une chose que moi je n'ai pas aimé chez Wagner, c'est que ils ont aussi exploité certaines ressources, malgré qu'ils libéraient certains pays de l'Afrique, ils ont exploité certaines ressources et c'est ça que moi je n'ai pas aimé. Mais bon, vas-y. Oui, effectivement, M. Marc, parce que c'était un accord.
Donc, il va falloir, parce que la Russie n'était pas impliquée directement comme État, mais il a exploité son unité, qui était une unité privée pour pouvoir, oui, pour pouvoir aider les pays du Sahel, notamment le Mali. Donc, voilà ce qui s'était passé. Il fallait rembourser, autrement dit, payer cette unité-là. Donc, voilà, Monsieur Ferdinand, je pense qu'il est bien au courant de toutes ces situations. Hein, à travers ça seulement, on ne peut pas dire que la Russie n'a jamais aidé l'Afrique. Bon, je vais un peu élargir le tableau pour ceux qui ne savent pas exactement ce que la Russie a fourni. Je prends le Mali. Il y avait eu le soutien militaire. La Russie a fourni de véhicules blindés, équipements militaires, armements pour soutenir les forces maliennes après même le retrait des troupes françaises. Ça, c'est le Mali. Le groupe paramilitaire russe Wagner a été présent pour aider même l'armée malienne contre les groupes djihadistes, puis remplacés par Africa Corps, une force paramilitaire qui était liée au ministère de la Défense. Ça aussi, c'est une aide. Et Moscou s'est engagé aussi à aider les forces du Sahel, pas seulement le Mali, mais le Burkina, le Niger, et a créé une force conjointe de 5000 hommes en matière de formation, équipement et assistance pour ces pays de Sahel. C'était également une aide. Je reviens maintenant sur la RCA, République centrafricaine. Assistance sécuritaire avec le chaos qui sévissait à l'époque en Centrafrique et autres. La Russie a soutenu le gouvernement centrafricain avec la présence du groupe Wagner encore incorporé maintenant dans Africa Corps pour protéger l'État contre les rébellions. Et c'est le gouvernement russe même qui a demandé que l'Africa Corps remplace Wagner et soit rémunéré pour continuer la sécurité du pays. Le Soudan, tous ces pays, ce sont des pays qui étaient déstabilisés par par les guerres internes, par les soulèvements, par les djihadistes et autres. Au Soudan, il y avait eu également des relations militaires et stratégiques. La Russie est le principal fournisseur jusqu'à présent d'armes du Soudan, représentant près de 87%. Je dis bien 87% des importations d'armement du pays. Et un accord qui a été signé pour la construction d'une base navale russe à Port-Soudan sur la mer Rouge. La Russie a fourni également une aide humanitaire via le programme alimentaire mondial qu'on appelle Fonds pour le Burkina Faso, le Soudan, la RCA et l'Éthiopie. Un pays qui était déstabilisé avec le complice des impérialistes et autres. Mais la Russie a réussi à ramener ne serait-ce qu'à 50% l'ordre dans ce pays. Il y a également la Djibouti. Coopération militaire là-bas aussi. Ouganda, aide militaire et matérielle. Algérie, importatrice majeure de matériel russe. L'Algérie qui était des plus grands acheteurs d'armes russes en Afrique. Il y a également l'Égypte. Il y a également l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était pas seulement l'aide militaire ni matérielle. Il y a aussi des relations économiques et stratégiques. L'Afrique du Sud promet des liens économiques renforcés avec la Russie dans le cadre de BRICS pour stimuler le commerce et la coopération. Nous pouvons citer des pays et des pays africains qui ont bénéficié des aides de la Russie. C'est le Botswana, ouverture diplomatique et investissement, ambassade de Botswana à Moscou, l'exploitation des terres rares et diamants, certaines clés de son économie, vente d'armes, aide humanitaire, plus de 10 millions de dollars d'aide alimentaire via le programme alimentaire mondial pour des pays comme le Burkina Faso, etc. Éducation et culture. Il n'est pas sans savoir que la Russie a accueilli des milliers d'étudiants africains dans ses universités et promet des échanges culturels dans plusieurs pays africains. Égypte, Zambie, Maroc, Tanzanie, etc., etc. Donc, voilà un peu, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, entre guillemets, comme des combattants de la liberté, combattants de la lutte, ils surfent sur l'inculture politique de la population pour nous berner à chaque temps. Donc aujourd'hui, il n'a qu'à savoir que non, ce n'est pas tout le monde qui peut être dans ce lot-là. S'il veut revenir nous donner des informations, qu'il fasse encore plus de recherches et savoir ce qu'il veut dire. Si, par ailleurs,
Monsieur Ferdinand veut bien se positionner du côté du Quai d'Orsay pour être, ou ne serait-ce que pour que sa partie, ou je ne sais pas, son clan, peut être bien positionné pour une alternance quelconque et tout. Il n'a qu'à savoir que nous sommes là, nous observons, nous analysons et nous sortirons toujours pour dire ce que nous avons à dire. Et Bomawo, Avumao, Ndekpechamajo, Nyaklemiasia, Milavagblin. Donc, merci beaucoup, Monsieur Marc, pour ce live et de m'avoir prêté votre panel pour intervenir et dire ce que je pense.